Et vous le savez, sur les chaînes de télévision du groupe Canal, C8, CNews, C-Star, nous diffusons actuellement et pendant tous les mois qui viendront jusqu'à la grande fête du Psychodon le 13 juin à l'Olympia, le spot L'Attente, qui a été réalisé par Thomas Bildeguin, qui est un grand cinéaste. Il a eu 2 Césars pour Prophète et Cowboy. Et ce spot, L'Attente, montre un jeune qui, à l'anniversaire de sa sœur, un petit peu parasité par ses pensées, seul à la cafétéria de son université, et puis il est aussi seul à la piscine. Et puis à la fin, il est dans une salle d'attente du psy, et la psy arrive, une psy blouse blanche, un peu comme Alice, tiens, blouse ouverte, joli visage, sourire, et elle lui dit quelque chose de formidable. Elle lui dit: Antoine, c'est à nous. Antoine, c'est à nous. Et le lien thérapeutique avec l'adulte, avec le professionnel de soins de la santé mentale va s'opérer. Et c'est un spot de 20 secondes qui fait l'unanimité dans le champ de la santé mentale, comme on dit, parce qu'il est d'une efficacité simple et redoutable. Et nous disons toujours au psychodon, tu as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmo. Tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Tu ne te sens pas bien dans ta tête, tu vas chez le psy. Et il n'y a pas plus de tabou que cela. Et je crois que ce qu'on peut retenir des avancées de ce mandat, c'est que le psy, au moins pour quelques séances, va bientôt être conventionné à partir de mai. La plateforme Mon Psy est en cours de lancement. C'est pas parfait, il faudra encore aller chez le médecin généraliste. Ça m'amuse un peu. Moi qui ai des enfants, je me vois bien avec mon grand. Allez, on va aller chez notre médecin de famille, puis tu vas dire que t'es pas bien. Et puis le médecin, il va te prescrire d'aller chez le psy. Les gens qui ont pondu ça, pardon, Franck Bellivier, ils n'ont pas de famille. Parce que le mien, s'il a envie d'aller voir chez le psy, il ne va surtout pas me demander d'aller voir chez le médecin de famille pour qu'il lui prescrive d'aller voir le psy. Enfin bref. Mais quel progrès. Bientôt, le psy va être conventionné, ne fût-ce que quelques séances. Et ça change quand même, ça bouge les lignes. Espérons que le prochain mandat, et je le dis face cam, donnera accès au psy d'une façon directe et comme d'autres professionnels de santé sans prescription médicale. J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste et je n'ai pas besoin d'aller chez mon médecin référent. J'ai mal aux yeux, je vais à l'ophtalmo et je n'ai pas besoin d'aller pleurer chez mon médecin référent. Je ne me sens pas bien dans ma tête. Je vais direct chez le psy et c'est conventionné parce que j'ai besoin de parler de ma souffrance, surtout si je suis jeune. Alors la crise sanitaire, elle a amplifié le niveau d'anxiété et vous avez tenté, Luc Ballois, avec ce sondage, de nous aider à clarifier cette donnée, parce que c'est quand même, ça nous interroge. Est-ce que cette crise sanitaire qui fait que dans les collèges, les enfants viennent de passer quasiment 2 ans avec des masques sur le visage, ça ne peut pas être sans effet. Alors peut-être les masques, alors bon d'abord le résultat c'est effectivement 45% nous disent que leur niveau d'anxiété a augmenté pendant cette crise Covid, c'est énorme, hein, 45%, 1 sur 2. Donc on voit bien que là, l'impact de la crise, elle est, et je laisserai Alice en parler, mais elle est aussi beaucoup liée à l'isolement. On s'est retrouvé chez soi, on a été empêché d'être dans des cercles d'amis, de sortir, etc. Enfin, d'avoir sa jeunesse. Hein. Un élément quand même important qu'on n'a pas là, mais juste pour éclairage. Pour autant, l'immense majorité des jeunes, hein, je crois que c'est plus de 80%, ne trouvent qu'il a été normal de leur demander de ne pas sortir, de mettre des masques, etc. pendant cette période. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne reprochent pas à la société, comme souvent on a pu l'entendre à droite et à gauche, de se dire on est la génération sacrifiée, on nous a sacrifié nous. Il n'y a pas ce sentiment-là, il n'y a pas de ressenti, en tout cas. Mais par contre, il y a quelque chose qui est senti, c'est le fait qu'effectivement je me suis retrouvé isolé. Avec, pour certains, effectivement, de vraies crises d'angoisse. Nous, voilà, Opinion Ouest, c'est 100 personnes, on a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui sont réellement angoissés par le Covid. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise, parce qu'on le suivait, les jeunes étaient plus angoissés par les risques liés au Covid que le reste de la population. De 3 ou 4 points supplémentaires. Donc voilà, mais peut-être effectivement, là vous aurez des éléments. Et alors puis, sur les 16-24, ouais. Luc Ballois, 45% de ces jeunes déclarent que leur niveau d'anxiété a augmenté dans ce contexte de crise sanitaire. Qu'on se comprenne bien, il y a un lien de cause à effet entre la crise sanitaire
et leur niveau d'anxiété qui est clairement identifié à la hausse à hauteur de 45%. Oui. Parce qu'elle a impacté leurs études aussi pour beaucoup. Oui. Hein. Enfin, elle a impacté leurs études, elle a impacté la manière dont je vis, donc les revenus que j'ai pour les plus âgés. Elle a impacté les examens. Enfin, elle a eu beaucoup d'impact quand même sur la vie d'un étudiant aujourd'hui. Et vous avez tenté de mesurer sur quels espaces-temps, espaces-vie pouvaient s'observer des troubles ou des gènes dans la vie quotidienne, et en particulier sur l'endormissement. En fait, on voit que le sommeil, c'est quand même, vous le direz, c'est très important. Moi, j'ai un enfant de 12 ans qui a beaucoup de mal à s'endormir. Bon, ça me rassure ou ça m'inquiète. 53% des jeunes nous disent avoir des problèmes pour s'endormir. Alors, oui. Évidemment, c'est encore plus fort pour ceux qui se sentent malheureux, 65%, pour ceux qui se sentent déprimés, 62%, pour ceux qui se sentent angoissés, même chiffre, et on monte à 70%, évidemment, pour ceux à qui il arrive de temps en temps d'avoir des pensées suicidaires. Donc on voit bien que ces pensées suicidaires, même si effectivement c'est des choses qui existent de tout temps, le suicide des jeunes, hein, vous nous le direz, il a toujours été le plus élevé dans la population française. C'est assez énorme. Moi j'avais des chiffres en tête du nombre de suicides qui étaient assez colossaux il y a déjà une vingtaine d'années. Donc c'est pas nouveau. Voilà, mais le problème du sommeil, qui est aussi un moyen de se reconstruire, hein, d'être plus serein dans la journée, c'est un sujet. Le suicide, nous en parlerons tout à l'heure avec le 31-14, mais vous le savez, vous qui nous suivez en streaming sur la plateforme cnews.fr ou sur la chaîne YouTube du Psychodon, au moindre sujet sur ce risque majeur, le suicide, le 31-14, 24 heures sur 24, c'est une initiative nouvelle de quelques mois, qui était très 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 attendu, et là par contre c'est une bonne réponse parce que au moins il y a quelqu'un au bout du fil et des personnes formées et en permanence. Le suicide en France, c'est une tentative de suicide toutes les 3 minutes, pour vous répondre Luc, et c'est un suicide abouti toutes les heures. Donc c'est un enjeu qui n'est pas récent, mais qui n'a de cesse d'être ou constant ou à la hausse dans cette période de vie dans notre société. Alice Aupetit, quelles sont vos réactions, et vous pointez sur quels chiffres ou sur quelles données? Non, je pointe sur le chiffre de 45% d'augmentation des symptômes d'anxiété chez les jeunes, évidemment, depuis la crise sanitaire. C'est énorme. À la fois, je crois que c'est pas surprenant quand on lit ça, et que chacun, à l'échelle individuelle, on a, je pense, tous ressenti énormément d'anxiété à ce moment-là. Les jeunes particulièrement, avec tout ce que ça a entraîné sur le plan scolaire, la rupture avec leurs amis, la rupture dans leur parcours scolaire, l'isolement, les conflits intrafamiliaux aussi qui ont été... Alors c'est vrai qu'on a dit à quel point la famille était un soutien pour les jeunes, mais ça a aussi énormément entraîné de problématiques systémiques. Nous, en tout cas, on dit les tensions à l'intérieur des familles se sont retrouvées accrues dans ce huis clos du confinement. Bon, et puis pour les troubles du sommeil, c'est vrai que les troubles du sommeil, ça fait partie des critères diagnostiques qu'on retrouve et dans la dépression et dans les troubles anxieux. Donc bon, je trouve que ça découle finalement assez naturellement des chiffres précédents. Voilà. Franck Bellivier. Je vais redire à peu près ce que Alice Aupetit vient de dire, pour dire que derrière ces 45%, on a des sources d'informations qui nous indiquent qu'est-ce qu'il y a derrière. L'isolement familial, enfin le confinement en famille a été protecteur chez certains et a été un facteur de fragilisation chez d'autres. L'effet du confinement est décrit par beaucoup en lien avec les réseaux sociaux, où ils se sont retrouvés totalement enfermés dans une cocotte minute de réseaux sociaux, où le temps passé sur les réseaux sociaux, et comme on n'avait plus rien à se raconter, parce qu'on avait été enfermés toute la journée. Les réseaux sociaux, ça sert à dire, et d'ailleurs j'ai vu Jean-Pierre hier, et puis je suis allé boire un verre avec machin, et on se raconte notre journée.
Mais là, on n'avait rien à se raconter. Et donc, ça tournait en boucle sur, finalement, des ruminations, des phénomènes qui ont été décrits comme, au contraire, de nature à décupler le stress ressenti sur les réseaux sociaux. La fermeture des écoles, des collèges, bien sûr. Le sommeil comme déterminant de la santé mentale, c'est évidemment majeur. Et dans les retours que nous avons eus également dans ces sources d'informations sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces 45%, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur l'impact de la crise sur leurs parents. Et les gamins, enfin les enfants, les jeunes se sont mis à avoir des préoccupations très importantes pour ce qui se passait pour leurs parents au sein de la cellule familiale. Voilà, sur les chiffres de suicide, vous disiez tout à l'heure qu'on allait en reparler, mais je voudrais juste rappeler que l'architecture des facteurs de risque de conduite suicidaire et l'architecture des facteurs de risque de décès par suicide ne sont pas du tout les mêmes. Les gens qui décèdent par suicide sont plutôt les personnes mûres, d'âge mûr, âgées. C'est plutôt des hommes. Ceux qui ont des pensées suicidaires, qui font des gestes suicidaires, sont plutôt des jeunes et plutôt des femmes. Et ce qui est compliqué dans l'élaboration des stratégies de prévention du suicide, c'est que, alors que cette architecture des deux phénomènes sont assez différentes, le premier facteur de risque de décès par suicide, c'est l'antécédent de tentative de suicide. Mais ce sur quoi on peut agir, et on en reparlera je pense à propos du 31-14, ce sont les actions qui portent sur ce premier déterminant que sont les idées suicidaires. Alors je vous rappelle pour vous qui nous suivez sur la plateforme cnews.fr que les résultats de ce sondage sont mis en ligne, sont sur le point de l'être sur le site de CNews. Et puis ils le seront également sur le site du Psychodon, www.psychodon.org. Nous poursuivons avec cette troisième partie où les mots qui ont été posés sont ces jeunes qui se confrontent à un système peu enclin à les aider. Nous venons d'observer un état de fait avec ces premiers chiffres et Luc Balleroy parler de son mal-être quand on est jeune, je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident. Et la prochaine question de l'accès à la consultation du psy, elle sera en trame de fond, bien sûr, dans les semaines, les mois, les années à venir. Mais quand on parle de son trouble psychique ou qu'on ne se sent pas bien et qu'on est jeune, comment ça se passe? Que relèvent les données que vous avez explorées? D'abord, le constat, c'est qu'en fait, on n'en parle pas facilement. Hein. Oui, c'est compliqué. Lorsque tu vas pas bien, en parles-tu facilement? 66% nous disent en parler assez difficilement, voire très difficilement pour 29% d'entre eux. Voilà. Donc on voit bien que la parole est importante. D'ailleurs, je ne l'ai pas soulevé tout à l'heure parce qu'on n'avait pas encore abordé cette question, mais quand on parlait du sommeil, hein, il y avait 47% qui nous disaient que, bon, qu'ils arrivaient facilement à s'endormir le soir. Pour ceux qui parlent facilement, c'est 58%. Donc on voit bien que la parole au sein de sa famille est un facteur extrêmement important. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Et on n'est pas tous égaux. Ce n'est pas forcément lié à des critères sociaux des mots, parce que par exemple dans les familles CSP+, on a des chiffres aussi extrêmement importants, parce que les parents ne sont pas forcément là. Hein, donc c'est pas forcément une question de milieu social. Non, mais du coup c'est pas forcément une question de milieu social. Il faut l'avoir en tête. Hein, la parole, il faut avoir le temps de parole. Donc c'est dîner ensemble, c'est les moments avec un enfant en particulier. Donc c'est pas forcément facile. La parole, elle est essentielle. On le voit bien, 66% en disant parler difficilement. Et ceux qui arrivent à en parler, on retrouve les mêmes cercles, hein, les amis et la famille, les amis en premier. Avec effectivement une jeunesse aujourd'hui qui se trouve quand même assez relativement mal informée. Enfin, il y a deux façons de voir. Hein. Soit on se dit il y en a 47% qui nous disent voilà, je suis plutôt bien informé, mais il y en a quand même 53% qui nous disent quand même être insuffisamment informés sur les différentes maladies psychiques, parce que comprendre ce qu'on ressent, c'est aussi les capacités à pouvoir en parler.
Hein, donc l'information, elle est extrêmement importante. Savoir que je peux avoir des pensées suicidaires, qu'il y a des espaces où je peux en parler, bah, c'est déjà une porte qui m'est ouverte. Et cet enjeu d'information, il est extrêmement important. C'est, je le dis là, mais je laisserai les spécialistes en parler. Et le fait qu'on n'en parle pas tant que ça, qu'on n'est pas très bien informé, bah, c'est l'autre chiffre sur le brevet de secourisme en santé mentale, puisque seuls 11% en ont entendu parler aujourd'hui. Oui, ça c'était très important aussi comme focus à éclairer. Je ne sais pas si vous qui nous suivez ou vous qui êtes dans la salle, vous avez connaissance de cet aspect-là. Il y a bien sûr le brevet de secouriste que nous connaissons tous, c'est mettre quelqu'un qui est accidenté par exemple en PLS. Ça c'est pour le corps si on prend une image. Mais pour la tête, pour la santé mentale, si on prend une autre image, il y a le brevet de secourisme en santé mentale qui est porté par une association qui s'appelle l'Association des premiers secours en santé mentale, qui a des objectifs forts. C'est plusieurs millions de citoyens qui devraient être, qu'on espère, formés à ce brevet de secourisme en santé mentale sur les 10 ans à venir, même un peu moins. Mais en fait, c'est très peu connu. On ne sait pas que ce brevet de secourisme en santé mentale existe, et c'est pour ça que nous en parlons ici, et que vous pouvez observer le site Premiers Secours en santé mentale, et de mémoire, c'est l'Association nationale des premiers secours en santé mentale. Alors peut-être qu'on peut revenir sur ces chiffres et sur ces données-là, Alice Aupetit et Franck Bellivier, et quant à vous, ou à vous qui êtes dans la salle, nous allons dans un petit moment vous donner la parole. Vous pouvez préparer vos questions, vous les noter, et puis on vous fera passer un micro pour que vous puissiez les poser. Et puis vous qui nous suivez sur la plateforme cnews.fr, Emma, Inès, d'autres sont là avec nous pour recueillir vos questions sur les chats, et dans la mesure du possible, nous en prendrons quelques-unes, mais nous les traiterons au fil des semaines et des mois à venir. Des pastilles de ces séquences, de cette journée, seront diffusées sur les réseaux sociaux de maintenant jusqu'à l'Olympia du 13 juin. Alors, vos réactions? Déjà, moi, je trouve ça extrêmement intéressant de s'intéresser au parcours de soins, à savoir comment un jeune finit par arriver chez le psy, et parce que tous les jours, on constate à quel point c'est un parcours qui est compliqué, qui est sinueux, qui est parfois décrit comme un parcours du combattant par les familles et par les patients, par les jeunes eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les jeunes d'en parler. On sait que c'est plus difficile pour les garçons que pour les filles. Ça, c'est quelque chose qui a été assez clairement établi dans la littérature, que les filles ont quand même plus de facilité pour parler de leurs états mentaux, de comment elles se sentent avec leurs copines, etc. Qu'il y a une espèce de pudeur, en tout cas que c'est plus compliqué pour les garçons. Nos grands-parents disaient, je ne sais pas si les vôtres disaient la même chose, ah, mais ces filles, elles sont beaucoup plus mûres que les garçons et beaucoup plus tôt. Alors peut-être que ça va avec leur faculté d'expression. Ils ont une maturité qui est plus délicate quoi, que les filles à parler d'elles et de leur mal-être. Ouais, qui sont plus mûres. Ça, et peut-être un garçon, ça pleure pas, quoi. C'est des archétypes sociaux, j'allais dire. Ah ouais. Voilà, c'est un peu à cela que je voulais vous amener. Quand tu tombes, tu es un garçon, il ne faut pas pleurer. Hein. Puis si tu as mal à ta tête ou dans ta tête, tu vas pas aller te plaindre. Hein. Peut-être qu'il y a encore ces archétypes-là qui traînent quelque part. Ouais, absolument. Et puis, ce qui est frappant aussi, je trouve, c'est à quel point, quand même, c'est aux amis de très loin que les jeunes en parlent le plus. Et on le disait déjà tout à l'heure, en fait, les jeunes, moi, je suis toujours assez frappée d'à quel point ils sont bien au courant, quand même, des problématiques de santé mentale. Enfin, la moitié, comme vous disiez, on peut voir ça beaucoup, pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, je trouve qu'ils sont plus au courant que leurs parents. Et qu'ils ont moins de mal à en parler que leurs parents, qu'ils connaissent tous quelqu'un dans leur classe qui a fait une TS, qui a eu des idées suicidaires, etc. Ils peuvent en parler finalement plus facilement, je trouve, que la génération de leurs parents qui ont du mal à parler de suicide. Voilà. Et moi, je trouve que dans la génération des jeunes, ils ont finalement une assez bonne connaissance de ce qu'est la santé mentale. Ils ont une envie, je trouve, une envie d'information, de lutter contre la stigmatisation, qui est très positive, évidemment. Voilà. Franck Bellivier. Alors, je n'ai pas du tout été surpris par les résultats. C'est difficile d'en parler, je manque d'informations, et consulter, c'est compliqué.
Donc voilà, et c'est très bien que ce sondage ait exploré ces aspects-là pour qu'on puisse en parler, pour dire qu'il y a là des enjeux extrêmement importants. Et merci Alice Aupetit de dire qu'on est probablement quand même avec un effet générationnel où ces problèmes-là sont plutôt en train de se corriger. Et la génération de nos enfants est peut-être moins coincée pour en parler que nous ne l'étions à leur âge. En tout cas, ce qui me fait dire qu'on est certainement dans une phase de progrès, c'est le succès remporté par la campagne de communication. En parler, c'est déjà se soigner. La reconnaissance quand même maintenant populationnelle, systémique, et ça, la crise Covid nous a quand même bien aidé pour mettre en haut de l'agenda le fait que la santé mentale est un déterminant majeur de la santé globale, et aujourd'hui c'est, je pense, unanimement reconnu. Les actions et le développement du psychodon y contribuent. Je pense qu'il faut quand même saluer ce type d'initiative qui mobilise la société civile sur les sujets de la santé mentale. Des progrès sont encore attendus dans un lieu de vie important des enfants que sont l'école, les collèges, le lycée. Et ça aussi, ça a été plutôt bien enclenché par ce moment, ce rendez-vous important des assises, avec une mobilisation de nombreux ministères, dont l'Éducation nationale, dans le sens de la santé mentale. Et les chiffres du secourisme en santé mentale que vous présentez, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, en fait, cette démarche est relativement ancienne dans beaucoup de pays anglo-saxons, mais relativement récente en France. Et c'est bien de révéler les marges de progrès qu'on a dans le développement du secourisme en santé mentale, et qu'on en fasse un peu la publicité aujourd'hui. C'est extrêmement bienvenu parce que c'est un outil extrêmement efficace. Et que cela fasse partie des enjeux de la prochaine mandature. L'UNAFAM, l'Union nationale des amis et des familles des personnes en situation de maladie et de handicap psychique, publie, et vous le verrez sur le site du Psychodon et sur le site de l'UNAFAM, les attentes pour la prochaine mandature, pour le prochain président de la République. Et en l'occurrence, je ferai moi aussi que ce soit celui-ci ou celle-là, comme je l'ai fait lorsqu'Emmanuel Macron a été élu. J'irai le voir à l'Élysée en lui disant: alors, où en sommes-nous pour la santé mentale, au-delà du haut patronage du chef de l'État sur le Psychodon, qui j'espère nous sera de nouveau attribué, que ce soit ce président ou une autre, j'en ferai la demande et j'irai le ou la voir. Mais nous avons des questions concrètes pour que cette santé mentale devienne un défi public de santé majeur prioritaire, avec, entre autres, une conscience citoyenne déployée par l'accès à la formation au brevet de secourisme en santé mentale, puis par des choses tout à fait évidentes qu'on va explorer maintenant sur l'accès à la consultation pour aller voir le psy. Parce que ce que nous dit le sondage, Luc Balleroy, c'est que beaucoup de jeunes ont renoncé à aller voir un psy parce que c'est compliqué ou parce que c'est cher. C'est vrai. Je voulais juste avant pointer une chose que je n'ai pas dite, qui est quand même extrêmement importante, parce qu'on parlait du temps, hein, quand on ne va pas bien. Ceux qui sont en internat, ceux qui sont en colocation, sont pour les premiers 51% à nous dire qu'ils arrivent à en parler facilement. 51 au lieu de 34. Et en colocation, 53. Et on est là bien sur une question du temps. Parce qu'effectivement, on est à l'école, on ne va pas en parler. On est sur les réseaux sociaux, on ne va pas en parler. Il faut manger, il faut dormir. Le temps de l'internat et de la colocation, c'est le temps de l'échange interpersonnel. Et c'est intéressant de se dire que cette notion du temps interpersonnel, elle est extrêmement aussi importante. Et je pense qu'il y a là un sujet. Alors, ce n'est pas un sujet que peut régler la société, un ministère, mais en tout cas, je pense que toutes les familles doivent avoir ça en tête. La question du rapport au temps, du temps qu'on passe, du temps réellement qu'on passe dans l'échange. L'autre jour, j'entendais quelque chose d'assez intéressant fait par un psychiatre, qui disait on passe notre temps à avoir une relation avec nos enfants en lui disant t'as fait tes devoirs, t'as eu quoi comme note, t'as lu tel bouquin. En fait, jamais on passe beaucoup de temps. Ouais, et jamais on passe beaucoup de temps à dire comment tu te sens. C'était quoi aujourd'hui ta journée? T'as aimé ce que t'as fait aujourd'hui? En fait,
ce temps d'échange est important et il faut l'avoir en tête. Alors, je reviens sur Là-dessus, il y a la question. confiance en trame de fond. Oui, Être bien sûr. en confiance, que ce soit à Colocation l'internat ou interne, en famille, bien sûr. la base de confiance. Alors, la confiance donnée dans les professionnels de santé mentale, il y a une forme de légitimité acquise sur notre territoire, très académique. Vous savez qu'en France, c'est le psychiatre qui est légitime. Ben là, Conseil de l'ordre des médecins, les psychologues, déjà, ça commence à être une autre histoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et moi, ça me met très en colère. Pour aller voir le psychologue, il va falloir passer chez le médecin. Alors déjà que c'est cher et qu'ils n'y vont pas, si en plus il faut aller voir le médecin de papa et maman, on va s'amuser dans les quelques années à venir à déstigmatiser le prochain ministre de la Santé ou le prochain délégué ministériel à la santé mentale. Alors aller voir un psy, par manque de moyens... Bah, d'abord, le premier chiffre, c'est 45% ont renoncé. C'est énorme. quand même, c'est énorme. Hein, c'est-à-dire que là, à nouveau, on est presque 1 sur 2. Donc c'est-à-dire que si j'y renonçais, c'est que j'ai eu quelque part l'envie. Et parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est un sujet qui s'est démocratisé. Hein, on l'aurait fait il y a quelques années, jamais on aurait pensé à aller voir le psy. Le psy, c'était vraiment réservé aux gens qui étaient vraiment super pas bien, quoi. Si je le fais un peu trivialement. 45% ont renoncé, 69% parmi ceux qui ont des pensées suicidaires. Donc ça, c'est un chiffre important, parce qu'on a tendance à se dire, bon, je suis un peu déprimé, je suis un peu triste, j'ai renoncé, ok, mais 69% parmi ceux qui ont des pensées suicidaires, c'est un chiffre pour moi extrêmement important. Et pourquoi je n'y suis pas allé? Le manque de moyens, c'est ce que vous avez dit, Didier, tout à l'heure, c'est 49%, une raison sur deux. La deuxième, c'est la peur de se livrer. Donc il y a la déstigmatisation, il y a encore du travail à faire sur ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la notion de territoire. On a regardé là, si justement il y avait une question de territoire et je dirais de disponibilité des rendez-vous et des praticiens. Non, c'est pas un critère qui ressort. Par contre, il y avait aussi l'idée de, mais je ne sais pas à qui aller voir. Alors là, je pense qu'il y a aussi une question de vocable. Il y a des psys, il y a des coachs, il y a des psychiatres, des psychologues. Qui je dois aller voir? Je pense que ça, c'est une vraie question, hein, 25% quand même. Et puis, il y a le regard des autres. Mais dans le regard des autres, on l'a déjà dans la peur de me livrer. Je continue. Hein, ça explique, du coup, mais je pense que vous allez revenir sur ce sujet, qu'on ait 90% qui sont favorables au fait que les séances de psy soient remboursées. Bon, voilà. Et là, voilà, c'est un petit clin d'œil pour les prochains candidats. Qu'est-ce qu'ils demandent aux prochains candidats? La gratuité des soins, plus de prévention et de sensibilisation, on l'a vu, c'est important, c'est très lié au moment de l'école, donc il y a probablement là des choses à faire sur cet espace. Et puis assurer le suivi psychologique dans les écoles, c'est les trois grands sujets.